Pour finir cette conférence sur loi de finances, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas dans la loi de finances, mais qui risque probablement d'avoir une grande importance pour vous néanmoins. C'est le projet de réforme de la fiscalité des multinationales qui est discuté en ce moment même à l'OCDE. Alors pourquoi un nouveau projet de réforme si peu de temps après BEPS qui a pourtant duré longtemps? La raison est essentiellement politique. En fait, il y a aujourd'hui en France et plus généralement en Europe un consensus très large, alors très mal renseigné mais très large, pour considérer que le système fiscal international ne fonctionne pas et que, en gros, les multinationales fraudent le fisc massivement. C'est ce consensus en fait qui a conduit les États du G20 à acter l'échec de BEPS en matière de prix de transfert et à solliciter l'OCDE à nouveau pour qu'elle mette au point un nouveau dispositif fiscal qui fonctionne mieux du point de vue des politiques du moins. Alors, j'ai dit que c'était un consensus qui était très mal renseigné. En réalité, c'était un consensus qui n'était pas du tout renseigné jusqu'à il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucun chiffre qui circulait sur l'ampleur de l'évasion fiscale. Alors, depuis un an ou deux, il y a quelques travaux d'économistes sur ce sujet. Alors, des travaux qu'il faut prendre avec un peu de circonspection, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup d'hypothèses qui rentrent dans les calculs. Je vais quand même vous présenter l'article qui fait référence aujourd'hui, qui est un article de Gabriel Zucman, qui est un élève de Piketty, qui est professeur à Berkeley, qui a évalué Alors, il y a plusieurs conclusions intéressantes qu'on peut tirer de cet article. D'abord, la base taxable mondiale des multinationales, c'est de l'ordre de 10 000 milliards d'euros par an. Ça, c'est un chiffre qu'on n'avait pas auparavant. Donc, c'est un montant qui est très important. Donc, il y a une importance qui est vraiment macroéconomique pour beaucoup d'États. C'est-à-dire qu'en gros, l'enjeu de la fiscalité internationale, c'est comment les États vont se partager ce gros gâteau de 10 000 milliards de dollars par an. L'autre conclusion de l'article, c'est que selon Gabriel Zucman, il y a beaucoup trop de profit qui est localisé dans des pays à fiscalité privilégiée. Donc lui considère, sur la base d'un calcul qui est à nouveau plein d'hypothèses, qu'il y a environ 600 milliards de dollars de trop par an de profits qui sont localisés dans des pays à fiscalité privilégiée. Alors c'est un chiffre qui n'est évidemment pas tombé dans l'oreille d'un sourd et il y a beaucoup de politiques qui utilisent ce chiffre-là aujourd'hui pour considérer, considérer que le système ne va pas. Et donc ce qu'on a demandé à l'OCDE, c'est de trouver une nouvelle règle de partage de gâteau qui permette de réallouer ces 600 milliards au pays de l'OCDE. Alors avant de vous expliquer ce qu'il y a dans les nouvelles propositions de l'OCDE, je vais vous faire un rapide résumé des épisodes précédents. Alors entre 1963 et 2013, en gros, il y a eu une très grande stabilité du système fiscal international. C'est-à-dire que les règles de partage du gâteau fiscal étaient fondées sur deux choses. D'une part, l'établissement stable, donc les États dans lesquels il y avait un établissement stable avaient un droit à taxer, et d'autre part, le principe de pleine concurrence qui permettait de déterminer la taille de la part de chaque État. Ces deux principes-là ont fonctionné très bien pendant longtemps. Alors, au cours de la période 1963-2013, il s'est passé trois choses qui ont mis ce système en tension. La première, c'est la croissance énorme des multinationales. Dans les années 60, les multinationales, c'était tout petit. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié des échanges internationaux ont lieu à l'intérieur de multinationales. Donc le monde s'est multinationalisé. C'est ce qui fait que le gâteau fiscal est devenu énorme et qu'il a suscité la convoitise de beaucoup d'États. L'autre phénomène important, c'est l'intensification de la concurrence fiscale. C'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre d'États qui génèrent plus suffisamment d'épargne nationale pour faire des investissements, donc pour construire du capital fixe, et donc qui ont besoin de l'investissement des multinationales pour développer leur appareil productif. Et donc, il y a depuis les années 80 une concurrence très intense des États pour attirer les investissements des multinationales. Et c'est une concurrence qui utilise beaucoup de leviers, mais notamment le levier fiscal. Et donc, il y a eu une baisse des taux de l'IS pour attirer les investissements des multinationales. Et enfin, le dernier élément, c'est la numérisation de l'économie. Donc, c'est le fait en particulier qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une activité très importante dans un pays sans y avoir de présence physique, et donc sans y avoir de présence taxable. Donc, ces trois macro-phénomènes-là ont mis en tension le système historique et donc ont conduit le G20 à demander à l'OCDE de réformer le système fiscal autour de 2013. Donc c'était ça le projet BEPS. C'est ça qui a occupé l'OCDE pendant à peu près 5 ans. Alors c'est très compliqué puisque l'OCDE, on lui a demandé à la fois de changer le système pour arriver à un partage du gâteau plus équitable, mais en même temps, on leur demandait de ne pas trop changer les choses et en particulier de ne pas modifier le principe de pleine concurrence. Donc on est arrivé à une solution qui n'a pas fonctionné, enfin une solution trop molle, c'est-à-dire que l'OCDE
a maintenu la règle du nexus actuel, donc l'établissement stable, et s'est simplement contenté de modifier le principe de pleine concurrence, mais sans le réformer, en disant, bon, on maintient le principe de pleine concurrence, mais on demande aux multinationales de partager équitablement leurs profits entre les pays, sans préciser de quelle manière on devait entendre la notion de profit équitable. Donc c'était beaucoup de flou et finalement très peu de résultats. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'OCDE a décidé de proposer un projet de réforme beaucoup plus ambitieux, infiniment plus ambitieux que le projet BEPS. Donc c'est ce qu'ils appellent le cadre inclusif, Inclusive Framework en anglais. Et donc celui-là, sur la base des documents qui ont été publiés, propose une réforme qui est beaucoup plus radicale. Donc d'abord une réforme du nexus, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'établissements stables, d'établissements fixes d'affaires ou d'agents dépendants. Désormais, à partir du moment où vos ventes dans un pays dépassent un certain seuil, vous y avez automatiquement une présence taxable. Et par ailleurs, leur réforme inclut également des nouvelles règles d'allocation du profit complètement différentes, qui visent notamment à allouer davantage de profit aux États de consommation. Les États de consommation, aujourd'hui, c'est les pays riches, donc on peut imaginer la nature du consensus politique qui les a amenés à proposer cette solution-là. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'OCDE, l'OCDE est à l'origine du principe de pleine concurrence, l'OCDE dit pour la première fois explicitement que le principe de pleine concurrence a vécu et qu'il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Donc pour le coup, c'est une vraie révolution. Alors, dans le cadre inclusif qui est présenté aujourd'hui à l'OCDE, qui est encore à un stade préliminaire, donc qui fait l'objet de discussion, il y a deux piliers. Il y a un pilier, le pilier 1, qui prévoit de nouvelles règles d'allocation du profit des multinationales, et le pilier 2, qui prévoit des dispositifs de lutte contre la concurrence fiscale que se livrent les États. Alors, le pilier 1 prévoit, là encore, à peu près deux grandes choses. Donc, le nouveau nexus, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire on oublie l'établissement stable et les 80 ans de jurisprudence. On considère que dès lors que vous avez du profit de l'activité commerciale dans un pays, vous y avez une présence taxable. Et puis, en matière de nouvelles règles de partage de gâteaux, il y a 3 propositions. Donc, une proposition qui conduit à allouer une partie substantielle du profit aux pays de consommation. Donc l'idée derrière, c'est de dire que les multinationales génèrent un surprofit, un profit un peu mystérieux, mais qui est très élevé, et dont on doit allouer une part maintenant aux États de consommation. Un volet de safe harbor, c'est-à-dire de définition de taux de profit normaux, en quelque sorte, pour les États de consommation. Donc si vous êtes distributeur dans un pays, 5% de profit c'est bien, ou 6% ou 7%. Et enfin, la promotion de systèmes d'arbitrage obligatoires, donc binding arbitration, donc pour éviter les doubles impositions. Donc c'est un système qui rebat complètement les cartes en matière d'allocation du profit, mais qui veut aussi s'assurer qu'on évitera les doubles impositions en imposant aux États de s'accorder entre eux pour éviter la double imposition. Ça, c'est le pilier 1. Et le pilier 2, c'est un pilier de dispositif de lutte donc, contre la concurrence fiscale, c'est-à-dire il prévoit un dispositif qui limite l'intérêt pour les États de créer des incitations fiscales à l'attraction des investissements directs à l'étranger. Alors, je vais passer rapidement en revue les 2 piliers. Le premier pilier est, plutôt que de vous dire exactement ce qu'il y a dedans, je vais vous donner les commentaires qu'on a fait à son sujet. Bon, les commentaires sont unanimement, à ma connaissance, négatifs. C'est-à-dire que c'est encore très vague et ça a suscité énormément de critiques. Donc c'est un dispositif d'abord d'une énorme complexité. Je ne sais pas si l'OCDE a sous-estimé la complexité d'une réforme d'une ampleur pareille, mais ce qui est sûr, c'est que les textes d'aujourd'hui laisse imaginer une complexité complètement inimaginable. D'abord, on ne sait pas très bien à qui le Inclusive Framework va s'appliquer. On parle de Consumer Facing Business, mais sans préciser de quoi il s'agit. Quand vous êtes une entreprise qui a des activités à la fois Consumer Facing et pas Consumer Facing, l'application de l'Inclusive Framework va nécessiter que vous fassiez des comptes de résultats analytiques au niveau consolidé, avec un niveau de précision qui, en gros, est impossible à réaliser aujourd'hui. J'en passe. Le dispositif serait, pour le coup, une usine à gaz de dimension mondiale. Mais au-delà de cette complexité, il y a une analyse récente du Conseil d'analyse économique qui conduit à la conclusion, sur la base d'un modèle d'équilibre général, donc qui est également discutable. Enfin, les seules conclusions chiffrées qu'on a aujourd'hui, c'est que ce dispositif-là ne changerait pas grand-chose à la répartition mondiale du profit.
Donc c'est une usine à gaz pour rien, grosso modo. Et en dernier lieu, c'est un dispositif qui a une probabilité très très grande, quasiment certaine, de se heurter à l'opposition de certains États, notamment en ce qui concerne le mandatory, enfin les arbitrages obligatoires, puisque c'est vu par de nombreux États, et notamment les États africains, comme une limite à leur souveraineté, ce qu'ils ne sont pas du tout prêts à accepter. Donc, pilier 1, pour l'instant, je n'ai entendu à peu près que des oppositions. Le pilier 2, donc, lui vise à limiter la capacité des États à s'engager dans de la concurrence fiscale qui est jugée à la fois par l'OCDE et par la Commission européenne comme abusive, destructrice, etc. Alors, il y a 2 sous-dispositifs dans ce pilier 2 que je vais peut-être vous expliquer par des exemples. Alors, ce premier exemple, c'est celui d'une société française qui a une filiale de distribution au Luxembourg. Donc, si je me concentre sur la filiale de distribution, donc la maison mère, l'usine vend des produits au Luxembourg qui les vendent en Europe, disons. Donc, si votre société luxembourgeoise a un chiffre d'affaires de 100, elle achète ses biens 20 à la France, et à la fin, elle a un profit de 70. Si elle a négocié un ruling favorable avec le Luxembourg, disons qu'elle est taxée à 5%. Donc, ça fait, en réalité, elle paye un impôt de 3,5%. Bon, l'Inclusive Framework propose un taux d'impôt minimal, donc on n'est pas encore sûr du taux, ce sera probablement entre 10% et 15%. Donc dans l'hypothèse où le taux minimal d'imposition est de 10%, on va considérer que sur les 70 de profits réalisés au Luxembourg, ils doivent être taxés au moins à 10%. Donc il doit au moins y avoir un impôt de 7. Et donc 7, c'est 3,5 au-dessus de ce qui a effectivement été prélevé par le Luxembourg. Donc dans cet exemple, la France récupérerait 3,5 d'impôts en plus. Donc, en pratique, ce dispositif vise à s'assurer que les profits luxembourgeois sont au moins taxés à 10%. Le deuxième dispositif est le dispositif symétrique quand la société française est une filiale et pas la maison mère. Donc là, l'exemple qui est donné, c'est l'exemple d'un propriétaire d'un corporel, par exemple d'une marque ou de la technologie qui est localisée en Irlande et qui licencie la marque à la société française. Donc si votre société irlandaise, donc on dit qu'elle génère un chiffre d'affaires de 30 qui correspond intégralement aux licences de marque qu'elle facture, elle a des coûts de 10, elle lui fait un profit de 20, et supposons que ce profit ne soit taxé qu'à 7%. Donc ça fait 7%, c'est en dessous du seuil des 10%. Donc dans cet exemple-là, le profit qui est réalisé en Irlande, le profit de 20, sera réintégré à la base taxable française et taxé au taux français. Donc dans les 2 cas, en réalité, l'objectif est de s'assurer que le profit qui est réalisé dans des pays où la fiscalité est très privilégiée soit taxé à un taux minimum. Et l'objectif d'économie politique derrière tout ça, c'est de s'assurer que des États, le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, etc., ne pourront pas exercer d'attraction des investissements directs à l'étranger en proposant un taux d'impôt très bas, puisque de toute façon, même si eux proposent un taux d'impôt très bas, les États de l'OCDE s'assureront que les profits seront taxés à un taux plus élevé. Donc c'est une idée là aussi c'est une idée qui restreint la capacité des États à leur souveraineté d'une certaine manière. Et donc on peut s'attendre que des États comme l'Irlande, qui ont fondé leur modèle de développement économique sur le levier fiscal, enfin qui a d'ailleurs très bien fonctionné pour l'Irlande, qui est passé d'un pays très pauvre dans les années 70 à un pays riche aujourd'hui. Donc on peut s'attendre que ces États soient absolument opposés à une mesure de ce genre qui limite d'une manière considérable leur capacité de développement. Donc, quelques mots de conclusion à ce sujet. Le timing de l'OCDE est extrêmement court, alors là encore pour une raison difficile à comprendre. Les premiers drafts de documents de discussion ont été publiés à la fin de l'année dernière, et l'OCDE s'est engagé à arriver à un document final en juin 2020. Donc au vu des difficultés qui sont soulevées par le texte et de l'opposition qu'on a vue au cours des auditions publiques à l'OCDE, la probabilité qu'ils aboutissent à un consensus en juin 2020 est extrêmement faible. Enfin, tout le monde serait très surpris que tous les États s'accordent sur un dispositif qui est aussi radical et qui est aussi susceptible d'avoir une influence sur leurs revenus fiscaux. Donc, à long terme, alors c'est une slide de risque, puisque c'est un truc d'avocat, on va parler de risque. Donc il y a des risques à long terme et à court terme. Donc à long terme, on a un vrai problème dans l'économie internationale, c'est-à-dire que
Le consensus historique autour de l'établissement stable et du principe de pleine concurrence s'effrite, plus personne n'en veut, mais dans le même temps, on n'arrive pas à lui trouver de remplaçant. Donc si on n'arrive vraiment pas à trouver de remplaçant à horizon, je ne sais pas, peut-être 5-10 ans, le risque, c'est que le consensus explose et qu'il y ait une succession de mesures unilatérales de chaque pays, c'est-à-dire que chaque pays décide de taxer unilatéralement sans se préoccuper du comportement des autres. C'est ce qu'on commence à voir avec les taxes sur les services numériques qui fleurissent. Mais ça ce serait, ça mettrait un terme définitif à l'épisode d'internationalisation de l'économie qui a lieu depuis les années 70. C'est-à-dire que la balkanisation fiscale, ça conduirait à des taxations multiples impossibles à éviter et donc à un frein massif au développement du commerce international. Donc ça, c'est un risque long terme très important, mais probablement pas tout de suite. À plus court terme, il y a quelque chose de peut-être moins grave, mais de plus probable, c'est que les administrations fiscales adoptent un comportement un peu opportuniste. On avait vu ça avec BEPS, c'est-à-dire que BEPS parlait beaucoup d'équité fiscale sans préciser le terme. Enfin, ce mot-là a fait son chemin dans la tête des vérificateurs et aujourd'hui, il parle beaucoup d'équité et il commence à se poser la question de savoir comment le profit est réparti entre les filiales pour s'assurer que la France a bien une partie du profit qui juge équitable, c'est-à-dire importante en général. Donc le discours qu'on entend aujourd'hui à l'OCDE, c'est que les pays de consommation ont une grande importance dans la création de profits des multinationales et que donc beaucoup de profit doit être attribué à ces pays-là. Donc vous pouvez être sûr que dans tous les pays de consommation, dont la France, cette idée va faire son chemin dans la tête des vérificateurs et vous allez entendre dans les prochains contrôles fiscaux que la France est un grand pays de consommation et qu'un distributeur à risque limité qui a un profit de 3%, ce n'est pas possible puisque la France est un marché très important. Donc que le Inclusive Framework aboutisse ou non, c'est à peu près certain qu'on arrivera à ce genre de conséquences pour vous dans le court terme.